Coucou Cécile, aujourd'hui j'avais envie de revenir sur la filmographie d'un des plus grands réalisateurs vivants, à savoir Christopher Nolan. Christopher Nolan, il a commencé par exemple par des courts-métrages comme Tarantella en 1989 ou Larceny en 1996, suivi de Doodle Dog en 1997, avant de sortir son premier long-métrage Following le Suiveur en 1998, que je n'ai pas pu voir parce qu'il n'est pas trouvable ni en DVD ni sur les plateformes en France. Mais par contre, j'ai pu voir un film que je n'attendais pas à autant aimer, à savoir Memento, sorti en 2000. Même si tu te venges, tu ne t'en souviendras pas. Tu ne sauras même pas que c'est fait. Le film suit Leonard Shelby, un homme souffrant d'amnésie à la suite d'un traumatisme crânien qui part à la recherche du meurtrier de sa femme, et avec l'aide de deux personnes, il va retrouver sa trace et décider de se venger. Memento est une expérience très particulière, mais avant tout un très bon moment de cinéma. Ce thriller à la narration inversée m'a d'abord plongé dans une certaine incompréhension, avant que je ne saisisse le principe du film et que tout prenne progressivement sens. La mise en scène est excellente, ce qui n'est pas étonnant venant de Christopher Nolan, mais c'est surtout l'écriture qui bluffe. Le personnage principal est excellent et le traitement de son amnésie est particulièrement ingénieux. Les photographies, les notes et les tatouages qui lui servent de pense-bête permettent au spectateur de partager sa confusion tout en reconstituant peu à peu le puzzle. Cette narration atypique donne vraiment une force au film et nous plonge immédiatement dans le récit. Et c'est également l'un des rares films où j'apprécie voir Guy Pearce à l'écran. Après ça, en 2002, sort Insomnia. Allez-y! Ça raconte l'histoire de Will, un policier expérimenté et désabusé qui est envoyé en Alaska pour enquêter sur le meurtre sordide d'une adolescente. Il monte une embuscade et repère le tueur. Celui-ci parvient à s'enfuir et Will le prend en chasse. Je pense qu'Insomnia est en bonne voie pour devenir mon Christopher Nolan préféré. Ce thriller à l'atmosphère froide exploite brillamment son décor avec une région du monde où la nuit ne tombe jamais, pour jouer sur un élément aussi simple qu'efficace, la désorientation au travers de la fatigue. À mes yeux, Al Pacino livre ici l'une des meilleures prestations de sa carrière, incarnant un policier peu à peu perdu, aussi bien psychologiquement que physiquement, dans un environnement aussi magnifique que déroutant. Grâce à sa mise en scène, Nolan installe une ambiance oppressante qui sert parfaitement son récit. L'autre grande force du film réside dans la performance de Robin Williams, impressionnant dans le rôle de tueur aussi calme que glaçant. Ce film rappelle qu'il n'était pas seulement un immense acteur comique, mais un comédien capable d'exceller dans tous les registres. Et d'ailleurs, on parle jamais de l'excellent Photo Obsession. L'enquête est captivante du début à la fin, et il est pratiquement impossible de décrocher une seule seconde. En 2005 sort le premier opus d'une des plus grandes trilogies de super-héros, Batman Begins. Tu deviendras tout autre. Es-tu prêt à te lancer? Batman Begins, après une saga qui s'est progressivement essoufflée dans les années 90 jusqu'à se conclure de manière assez médiocre, Christopher Nolan relance brillamment le Chevalier Noir avec ce premier opus, en reprenant l'histoire depuis le début sans s'attarder inutilement sur des éléments déjà connus du grand public. Le film nous fait découvrir un jeune Bruce Wayne parfaitement interprété par Christian Bale. De sa formation à la naissance du mythe Batman, le récit est maîtrisé et prend le temps de construire son personnage avec intelligence. La mise en scène est excellente et ce qui impressionne le plus, c'est à quel point le casting semble avoir été choisi sur mesure. Chaque acteur est parfaitement à sa place. L'épouvantail est également un très bon antagoniste de l'univers Batman et son adaptation fonctionne particulièrement bien à l'écran. C'est un excellent premier opus qui pose les bases solides de la trilogie. En 2006 sort Le Prestige. C'est pourquoi il existe un troisième acte, le prestige. C'est celui des rebondissements imprévus, des choses que vous n'avez jamais vues. Deux magiciens du 19e siècle s'engagent dans une lutte sans merci, non seulement pour se surpasser l'un l'autre, mais aussi pour détruire l'adversaire. L'un d'eux est accusé du meurtre de son rival qui s'est noyé au cours d'un tour de magie, après être tombé dans une trappe, dans une cuve remplie d'eau et verrouillée. Le Prestige, c'est à partir de ce film qu'on commence à retrouver petit à petit le cercle d'acteurs fétiches de Christopher Nolan. Christian Bale et Michael Caine signent ici leur deuxième collaboration avec le réalisateur, et le résultat est une nouvelle fois remarquable. Le Prestige est un film à énigme qui plonge le spectateur dans l'univers fascinant de la magie. Rempli de mystères, de secrets et d'idées ingénieuses, le récit ne cesse de jouer avec ses personnages, mais aussi avec le spectateur jusqu'à un twist final particulièrement marquant. La mise en scène est excellente et apporte un véritable dynamisme aux scènes de spectacle, qui deviennent aussi impressionnantes qu'envoûtantes. Christopher Nolan parvient à retranscrire toute la magie de cet univers avec une grande élégance. C'est un régal et il est dans mon top 3 de sa filmographie. En 2008 sort The Dark Knight. Cette vie
C'est une criminalité de premier ordre. Et je vais la lui offrir. The Dark Knight, excellent, je pense que c'est un des meilleurs films de super-héros qui existent et le meilleur film Batman qu'il y ait eu à ce jour. Christian Bale en Batman, c'est acté, il est excellent, mais évidemment la puissance du film, c'est le Joker, incarné par Heath Ledger. L'acteur y apporte une touche de folie hors du commun, interprétant des scènes de dialogue d'une justesse folle, rendant le personnage réellement effrayant. Le braquage de la scène d'introduction, c'est du pur chef-d'œuvre, avec un caméo de William Fichtner, c'est trop rare pour le souligner, mais voir un film de super-héros sans pouvoir, ça change, et c'est totalement le bienvenu. C'est un régal que j'aurais adoré voir en salle, et quand j'y pense, je me dis que Christopher Nolan qui fait un film de braquage, ça pourrait vraiment être pas mal. En 2010 sort Inception. Ça ne faisait pas partie du plan. Réveille-moi. Réveille-moi. Dom Cobb est un voleur expérimenté dans l'art périlleux de l'extraction. Sa spécialité consiste à s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu, enfoui au plus profond de son subconscient pendant qu'il rêve, et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l'univers trouble de l'espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier. Cependant, une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d'avant. Inception, c'était plutôt divertissant, je pense qu'Inception divise le public, et je suis pas vraiment fan de ce long métrage. Sans le trouver mauvais pour autant, je trouve que l'idée est bonne, mais l'exécution m'interroge plus. Des rêves dans les rêves des rêves plus ou moins conscients. Oui, mais ensuite quoi ? Qu'est-ce que le film raconte au final? À mon sens, rien du tout. On suit des personnages faire des choses étranges, complexes, avec un fond de trauma, notamment avec la femme du héros qui le hante. Mais après ça, je pense pas avoir saisi la subtilité du film, si tant est qu'il y en ait. Qu'est-ce que le film raconte au final? Ça raconte pas grand-chose. Et ça nous offre juste d'excellentes scènes d'action. Donc Inception, c'est pas vraiment mon délire. Après, il faudra voir si je lui donne une autre chance dans quelques temps. En 2012 sort The Dark Knight Rises, troisième et dernier opus de la saga de Nolan. Tu crois qu'il va revenir? J'en sais rien. The Dark Knight Rises, si cette saga a vraiment réussi quelque chose, c'est ses méchants. Tom Hardy en Bane, c'est juste parfait, il a la carrure et il incarne un méchant bourrin qui tabasse. Vu l'excellence de la saga jusqu'à ce dernier opus, c'est presque dur de trouver quoi dire à celui-ci. Nolan soigne toujours autant sa mise en scène, avec un truc qui devient récurrent dans son cinéma, mais dont j'ai pas parlé jusqu'à présent. C'est le changement de format d'image en fonction des scènes. Sur Transformers 5, c'était insupportable, mais là je trouve que c'est très bien fait. Anna Hathaway en Catwoman, je trouve ça génial. Bruce va passer par une épreuve très dure de sa vie de héros, qui est très intéressante pour l'évolution de personnage. Et ce dernier opus est une réussite, donc je pense que cette trilogie Batman est l'une des meilleures sagas de super-héros, et évidemment les meilleurs films sur le Chevalier Noir. En 2014 sort Interstellar. Et que nous ne sommes qu'au début. Que nos plus grandes prouesses ne peuvent pas être derrière nous. Car notre destin, c'est en au-dessus de nous. Dans un futur proche, la Terre est devenue hostile pour l'homme. Les tempêtes de sable sont fréquentes et il n'y a plus que le maïs qui peut être cultivé en raison d'un sol trop aride. Cooper, un pilote recyclé en agriculteur qui vit avec son fils et sa fille dans une ferme familiale, va reprendre son rôle de pilote pour un voyage. Interstellar, c'était plutôt divertissant, mais il faut dire que c'est un sacré morceau de la carrière de Christopher Nolan. J'ai l'impression que c'est son film qui divise le plus, car je vois autant de gens dire que c'est génial, que dire que c'est infâme. À mes yeux, Interstellar me laisse en demi-teinte. C'est un film de Nolan, donc il y a une indéniable maîtrise. Dans la mise en scène et dans la direction d'acteur, le début est plutôt bien avec un véritable mystère et intérêt pour le récit qui nous est présenté. Ça dure 2h45 et au bout d'une heure et demie, j'en pouvais plus. J'ai pas adhéré à la tournure que prenait l'histoire, franchement je suis pas sûr d'avoir tout saisi, mais même au-delà de ça, j'ai pas été captivé par ce que ça me raconte. Le rythme est inégal mais pas par erreur, plus par besoin scénaristique. Sauf que quand on ne plonge pas dans un film, les moments longs ont un ressenti plus important. Pour moi, Interstellar c'est comme Inception, tant dans sa complexité que sur le côté beaucoup de bruit pour pas grand chose. En 2017 sort Dunkerque. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les pistes d'aviation. Jamais nous ne nous rendrons. Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940, des troupes alliées se retrouvent encerclées par des troupes allemandes à Dunkerque en France. L'opération Dynamo est mise en place pour évacuer le corps expéditionnaire britannique CEB vers l'Angleterre. Et la première fois que j'ai vu Dunkerque, je n'avais pas vraiment accroché, mais en le revoyant, je trouve que c'est un très bon film de guerre. On suit plusieurs groupes de personnages, comme dans un film choral durant la guerre, et une fois de plus, c'est brillant. Avec Dunkerque, Nolan s'essaie un nouveau genre, le film de guerre qui, comme pour le péplum, a connu un âge d'or dans les années 50-60 avant de se faire de plus en plus rare. C'est avec ça qu'on voit que Nolan c'est un réalisateur avec une grande culture cinématographique. Au travers de sa caméra, il filme des personnages dans une aventure périlleuse, avec chacun des objectifs différents. Tous les récits sont prenants et je pense qu'en salle ça devait être vraiment unique, comme pour presque tous ses films au final. En 2020 sort Tenet. Comment aimeriez-vous mourir? Vieux? Vous
n'avez pas choisi le bon métier. Muni d'un seul mot, Tenet est décidé à se battre pour sauver le monde, un homme sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel. Tenet, c'était plutôt divertissant d'un point de vue cinématographique. Je trouve que le film est réussi, les scènes d'action sont impressionnantes et la mise en scène est excellente, enfin c'est du Nolan. Et le casting est vraiment très cool. J'aime beaucoup le duo formé par John David Washington et Robert Pattinson avec Kenneth Branagh en méchant. Comme le dit Christopher Nolan lui-même et comme un personnage l'explique au protagoniste au début du film, il faut pas chercher à tout comprendre immédiatement, mais plutôt à se laisser porter par l'histoire. Pendant la première heure, j'arrivais globalement à suivre les différents enjeux et à comprendre où le film voulait m'emmener. En revanche, lorsque le récit devient encore plus complexe et développe pleinement son concept, j'ai fini par perdre le fil. Je m'attendais à être un peu dépassé vu la réputation du film, mais je trouve que cet aspect-là est encore plus poussé dans Tenet. Malgré ça, j'ai passé un plutôt bon moment, mais je pense que je le reverrai pour possiblement mieux le comprendre. En 2023 sort Oppenheimer. Le travail que nous faisons ici garantira une paix que l'humanité n'a jamais connue. Oppenheimer, d'un point de vue objectif, c'est difficile de le nier, mais Oppenheimer, c'est un grand film. Christopher Nolan livre une œuvre ambitieuse, parfaitement réalisée, portée par un casting mais juste exceptionnel. Jusque dans les tout petits rôles, il y a des têtes connues. En revanche, en tant que spectateur ne connaissant pas grand-chose à cette période de l'histoire et au parcours d'Oppenheimer, le visionnage de ces 3 heures se révèle assez exigeant, je trouve. Le rythme est très soutenu. Le récit alterne entre 2 temporalités, les personnages sont extrêmement nombreux, et le jargon scientifique employé n'est pas toujours évident à suivre. Malgré ça, je trouve que la scène de l'explosion est une grande scène de cinéma et justifie, presque à elle seule, la découverte en salle, tant l'expérience était unique. Donc malgré sa complexité, j'ai passé un très bon moment devant Oppenheimer. En 2026 sort l'Odyssée, tiré évidemment de l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée, je pense que c'était dur d'en douter avant de voir le film, mais à mon sens, c'était une évidence. L'Odyssée par Nolan, c'est un chef-d'œuvre. Les péplums, c'est assez rare en salle, et avec un film du genre, d'une telle ampleur, on replonge presque dans le cinéma des années 50-60, lorsque le genre était populaire. Porté par un casting absolument dingue, on embarque dans cette épopée dantesque, sans que l'on ne ressente à un seul moment les quasi 3 heures de film. Le récit est bien construit, nous présentant un film d'aventure narré pendant une partie par le héros, avant que ça ne revienne au présent, jusqu'à un dernier acte excellent. Visuellement, c'est parfait, avec un bestiaire de créatures assez généreux, on retrouve de véritables moments épiques. Nolan nous offre comme d'habitude une réalisation exemplaire et une direction d'acteur absolument magistrale. C'est un grand moment de cinéma. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à voir dans quelle catégorie aux Oscars le film sera nommé et lesquels il recevra. Pour conclure, je pense que Christopher Nolan est devenu un de mes réalisateurs préférés. Avant de me refaire tous ces films, je pensais pas que j'allais autant me régaler face à son cinéma qui est vraiment unique. C'est un réalisateur que je vais continuer à suivre dans les années à venir. N'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube, et à bientôt.